bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Débadoc, je suis ravie de vous retrouver. Vous venez de regarder le documentaire Manger est un acte agricole, un film sur l'approvisionnement alimentaire pendant la crise sanitaire et notre dépendance envers celle-ci. Plusieurs questions restent en suspens, nous allons en parler avec mes invités. Bonjour Pascale Cros, vous êtes agricultrice. Bonjour. Tout à Bonjour Eva Maria Dautry, vous êtes cofondatrice et coordinatrice de l'association Terre d'Ève, une association spécialisée dans l'éducation et la sensibilisation au développement durable. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane Trifiletti, vous êtes conseiller régional Nouvelle-Aquitaine en charge de l'éducation à l'environnement et au développement durable et également professeur d'histoire-géographie dans un lycée agricole. Et bonjour enfin Élie Pontonnier, vous êtes maraîcher et membre du comité de la Confédération paysanne. Oui, c'est bien ça. Merci à tous de participer à ce débat. Nous allons débuter par un rapide tour de table. Madame Cros, vous êtes donc agricultrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre exploitation, de ce que vous proposez, de ce que vous faites ? Oui, donc je suis installée à Tézac en Charente-Maritime avec mon époux sur la ferme de Loré, qui est une ferme entre terre et vigne, donc qui produit des légumes secs, des huiles vierges, des jus de raisin sur nos terres et sur nos vignes. Quelles répercussions a eu la crise sanitaire sur votre travail ? Une répercussion négative puisque nous étions livreurs de la restauration hors domicile, donc dans tous les établissements scolaires. Et par contre aussi des répercussions très positives puisque les débouchés de magasins collectifs auxquels nous participons, on continue à se développer dans leur vente et aussi à se créer. Ces magasins, en fait, ont été créés donc, pendant la crise sanitaire ou avant, peut-être ? Il y en a plusieurs qui étaient déjà en action depuis plusieurs années et d'autres qui se sont créés dans l'année 2020. Finalement, la crise sanitaire a impulsé la création de ces magasins fermiers, c'est ça, en fait ? Elle les a pas forcément impulsés, mais elle les a confortés dans leur période de création. Élie Pontonnier, vous êtes maraîcher, vous avez une histoire particulière, puisqu'en fait, avant d'être maraîcher, vous étiez commercial. Qu'est-ce qui vous a mené à cette reconversion ? C'est l'envie de changer de métier, de considérer avoir fait le tour de ce que je faisais avant et d'être mon propre patron aussi. Et lors de la crise sanitaire, vous avez constaté une plus forte demande ou au contraire du mal à écouler les stocks peut-être ? Alors pour ma part, je fais très peu de hors domicile, donc de la collectivité, mais en fait je fais principalement du particulier, donc j'ai pas rencontré de réels soucis pour écouler ma production, si ce n'est que par contre une demande plus importante. Donc finalement, un impact positif de la crise sanitaire sur votre travail et votre exploitation. Oui, c'est ça. Madame Dautry, vous êtes cofondatrice de l'association Terre d'Ève. C'est une association qui valorise le développement durable. Pourquoi cette cause vous tient à cœur ? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici ? C'est l'envie de sensibiliser un large public, de contribuer à l'éveil des consciences pour amener tout un chacun à changer ses pratiques. Et on parle de pratiques dites éco-responsables. Vraiment que chaque citoyen puisse s'approprier ses responsabilités vis-à-vis de lui-même, son prochain et l'environnement. Et justement, vous avez constaté une évolution de ces démarches de consommateurs ? Oui, et notamment depuis cette crise qui, en termes de consommation, n'est pas tant une crise, mais une vraie opportunité pour pouvoir être justement être dans cette transition que l'on cherche, qui soit solidaire, écologique, et qui donc permet aux consommateurs de pouvoir s'ouvrir à d'autres manières de consommer. Stéphane Trifiletti, une petite présentation. Donc, vous êtes conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes aussi professeur d'histoire-géographie dans un lycée agricole. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce métier, de cette vocation ? Alors, histoire-géographie en lycée agricole par choix, tout à fait. Pourquoi ? Parce que les leviers de transition, dont parlait Madame Dautry à l'instant, c'est des leviers de transition. On voit bien que dans les lycées agricoles, on a un levier de transition. On a le levier de transition à la fois par l'éducation, et puis finalement par rapport au cœur de ce qui était finalement le documentaire, c'est-à-dire produire sain, et puis manger bien. Et par rapport effectivement à l'histoire-géographie, on est au cœur on mange du paysage, on crée du paysage, et finalement, quand on est locavore, on a un impact sur le paysage. Donc, évidemment que le géographe, par exemple, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup de parler à un moment donné
de ces dynamiques qui sont en cours, et ces dynamiques notamment vers, on l'espère, une résilience alimentaire, c'est-à-dire manger mieux, manger sain. Et donc, vous avez commencé à travailler dans un lycée agricole, c'est assez récent, ça date d'il y a longtemps, en fait. Et pourquoi ce changement entre l'éducation nationale et puis le ministère de l'Agriculture? Alors, je vais vous faire une petite confidence. À l'heure actuelle, il y a 35 exploitations sur l'ensemble de Nouvelle-Aquitaine, des exploitations dans les lycées agricoles. Et on voit bien que ce sont là aussi des leviers de transition. C'est-à-dire que l'apprentissage, à un moment donné, par exemple, de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'agroécologie, dont la bio peut faire partie, est fondamentale, on le voit bien, étant donné la demande à la fois du consommateur, et puis la demande implicite qui est de répondre aux enjeux à la fois du climat, de la biodiversité, et tout simplement aussi, je vais vous le dire franchement, de la convivialité, parce que manger à un moment donné, c'est un acte aussi de convivialité. N'oublions pas que nous mangeons 1000 fois par an, chacune et chacun d'entre nous. Et justement, en fait, ces objectifs climatiques, environnementaux, vous pensez qu'il y a une prise de conscience récente due à la crise sanitaire ou finalement ça fait déjà quelques années que ça avait été mis en place? Moi, je crois que les choses étaient en cours et qu'il faut les inscrire à la fois dans les temps moyens et les temps longs. Mais il est évident que la crise, telle qu'on l'a vécue, est un accélérateur, à un moment donné, de la prise de conscience de la nécessité du changement. Ce changement, tout simplement parce qu'à un moment donné, on disait c'est impossible. Moi, je dirais maintenant, non, c'est le seul possible. Et c'est surtout ça qui est en jeu, c'est-à-dire que si on ne réussit pas cette transition agroécologique, eh bien, on ne parviendra pas à résoudre ni les problèmes de biodiversité, ni les problèmes de climat, et encore moins les problèmes qui nous tiennent et pour lesquels nous sommes ici aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes de santé et de santé-environnement qui sont liés eux-mêmes à une alimentation saine et équilibrée. Justement, toutes ces considérations environnementales, climatiques, vous les avez adaptées peut-être pour renouveler vos méthodes de travail, Madame Cros, par exemple? Alors nous avons fait le choix, nous, depuis plusieurs années, de convertir notre ferme en agriculture biologique, et pour anticiper, pour correspondre à nos valeurs, et aussi anticiper tous ces changements qui s'imposent à nous, en se disant que c'est quand on est offensif et qu'on fait des choix qu'on peut mieux les assumer, tout simplement. Et c'est vrai que le fait de tendre de plus en plus vers une commercialisation en circuit court, c'est aussi un choix qui nous permet d'être au contact avec les consommateurs, qui nous renvoie beaucoup plus facilement ce dont ils ont besoin. Et ça nous permet à chacun de progresser sur ce chemin qui est à partager, parce qu'il ne suffit pas que nous, on ait envie de produire plus sainement et avec des relations plus courtes. Il faut aussi qu'il y ait des consommateurs qui soient assez mûrs pour rechercher cette offre-là et pour la nourrir et continuer à nous encourager à aller toujours plus loin. Et justement, les consommateurs, Madame Dautry, vous êtes confrontés, vous les recevez, vous, et vous les accompagnez avec votre association. Vous avez noté une évolution dans leurs envies de consommateurs, dans leurs méthodes, dans leur mode de vie peut-être? Oui, effectivement, les habitudes commençaient déjà à évoluer depuis un certain nombre d'années. On le voyait déjà à travers les actions que nous menions et de plus en plus de personnes participaient à ces actions et s'y intéressaient, étaient en demande de rencontres, d'une meilleure connaissance des produits qu'ils consommaient. Mais du jour au lendemain, des nouveaux consommateurs se sont manifestés, nous appelaient pour nous demander des listes de producteurs, d'éleveurs. Et quels sont ces profils de nouveaux consommateurs? Ce sont des familles, des personnes qui sont célibataires? Quelle tranche d'âge? Est-ce que vous avez un profil type à nous décrire? Alors, on a effectivement les mères de famille qui se préoccupent aussi du manger mieux pour leurs enfants, puisque dans cette période de crise sanitaire, je pense que beaucoup d'entre nous aussi réfléchissaient à améliorer son terrain immunitaire, puisque c'est presque même plus important que le virus, le terrain. Une forte immunité, ça passe par des nutriments, un apport nutritionnel, une alimentation de qualité. Et l'intérêt de ces consommateurs vers une amélioration de qualité s'est ressenti également. Donc les mères de famille, et puis ensuite des personnes qui commençaient à être déjà avertis sur ces questions-là. Qui ont voulu aller plus loin peut-être encore, c'est ça? Voilà, cette crise a donné du sens à leur évolution dans ces pratiques.
Élie Pontoni, vous, votre exploitation est assez récente. Oui, c'est ça. 3-4 ans, il me Oui. semble. Justement, toutes ces considérations, vous les avez pris en compte pour justement établir votre méthode de travail, pour créer votre exploitation, pour l'imaginer, pour aussi créer un mode de distribution, j'imagine, plus responsable, plus raisonné. Oui, en effet, je l'ai adapté. Après, comme je partais, c'est moi-même qui ai créé mon exploitation, je partais de ce que j'avais envie de faire. Donc c'était peut-être plus simple. Je rappelle que vous êtes autodidacte aussi, ça, il faut le souligner. Vous n'avez pas fait de formation finalement et c'était l'envie de faire une agriculture un petit peu autrement. C'est ça qui vous a conduit justement à monter votre exploitation? Alors oui, j'ai pas de connaissances en maraîchage. Par contre, j'ai fait l'école d'agriculture. Après, donc pas forcément dans ce domaine-là. Donc oui, après, voilà, j'ai réfléchi à avoir une exploitation très autonome, de chercher le plus court possible au niveau circuit. L'approche, je commercialise rien à plus de 20 km de chez moi. Donc c'est vraiment peu de temps de route, c'est peu de frais, peu de consommation énergétique. Et oui, j'ai pris en compte les considérations des consommateurs, de ce qu'ils attendaient, et je l'ai adapté à ce que je pouvais proposer. Et justement, vous trouvez qu'il y a une évolution depuis la crise sanitaire? Vous avez dû adapter votre demande, votre production? Pour ma part, j'ai pas forcément adapté ni ma production ni ma demande. En fait, je considère déjà avoir à peu près atteint mon objectif de croisière. Donc, en fait, j'ai tout simplement pas de produit en plus à proposer pour des nouvelles personnes. Donc finalement, vous n'avez pas réfléchi à refonder votre modèle ou à peut-être le faire évoluer. Vous restez en fait sur vos acquis? Oui, c'est ça, je reste un peu sur mes acquis. Après, mon objectif, c'est plutôt de développer ce modèle-là pour d'autres personnes et les générations futures qui arrivent, pour justement avoir d'autres paysans qui s'installent, étant donné qu'il y a un gros renouvellement de génération à faire en agriculture. C'est un des objectifs de la Confédération paysanne? Oui, c'est un des principaux objectifs de la Confédération paysanne, c'est d'installer des paysans, d'avoir des paysans plus nombreux pour les années qui arrivent. Et surtout, plus on installe des paysans nombreux, plus aussi souvent c'est une agriculture respectueuse de l'environnement. Et une transition en fait vers une agriculture plus raisonnée, ou une agriculture biologique ou une installation, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour, par exemple, un jeune agriculteur? Vous devez en côtoyer en lycée agricole. C'est plus compliqué pour eux? J'en côtoie non seulement en lycée agricole, mais évidemment aussi au niveau de la région. Alors, il y a des difficultés qui peuvent être d'ordre familial aussi. L'accès à la terre, qui a été cité, je pense que le problème du foncier, par exemple, c'est quelque chose qui est fondamental aussi dans le cadre de la transition, au moment où on sait qu'on va perdre à peu près 30% d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Alors justement, le lien peut-être entre le professeur d'histoire-géographie, puis en même temps le conseiller régional, c'est de dire à un moment donné quels sont les leviers qu'on peut mettre en place, y compris maintenant au niveau politique, pour effectivement accompagner à ces problématiques, notamment au niveau du foncier, et puis accompagner la transition. Quels sont ces leviers, justement? Alors, je vais vous en citer deux. Le premier qui me paraît essentiel quand on parle du foncier, c'est notamment mettre en place, à terme, un conservatoire régional des terres nourricières, c'est-à-dire, effectivement, on voit bien qu'à l'heure actuelle, lorsqu'un agriculteur part à la retraite, en gros, si vous prenez la surface agricole utile qu'il lâche, 50% en gros part, la moitié à peu près, va partir à l'agrandissement, malheureusement, 10% va partir à l'artificialisation, et puis une partie ne va pas être finalement repris, ou tout du moins va être délaissée pendant un certain nombre d'années. Donc le premier levier, je crois que c'est le levier à travers le foncier, quand je vous parlais d'un conservatoire régional des terres nourricières, ça me paraît important. Et puis le deuxième levier, c'est le levier qui est déjà en cours et que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en œuvre. C'est notamment la feuille de route Néoterra, qui vise par exemple à favoriser cette fameuse agroécologie dont on parle tant. Et cette fameuse agroécologie, c'est déjà un soutien de la région de 62,5 millions d'euros pour cette dernière année 2020. Donc on voit que pendant la crise liée à la Covid et maintenant, essayer d'intensifier effectivement cette transition, notamment pour installer, parce que l'enjeu est là, installer des paysans. Et évidemment, l'interface, vous la voyez bien, les lycées agricoles ont un rôle majeur à jouer dans ces installations. On reviendra justement sur l'éducation, le rôle de l'éducation pour ces jeunes agriculteurs, mais également pour les jeunes consommateurs. Pascal Cros, est-ce que vous avez bénéficié, vous, de ces aides, peut-être pour vous installer, pour travailler dans l'agriculture biologique, aides de la région?
pour m'installer, mais c'était il y a longtemps maintenant, je suis installée depuis 1997. Par contre, à l'époque, oui, déjà nous étions aidés pour s'installer, mais pas forcément en fonction du mode de production que nous avions choisi. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Alors que récemment, depuis 2012, que nous avons choisi de convertir nos vignes puis nos terres, nous avons pu profiter. Cette transition a été compliquée. La transition, elle est compliquée, mais j'oserais dire c'est surtout la prise de décision qui est compliquée. C'est-à-dire franchir le cap de je vais m'engager à produire autrement et ça va être contrôlé. Je n'ai plus de filet de sécurité avec les produits d'origine chimique de synthèse. Voilà, c'est ça qui est le plus compliqué. Et moi, j'insisterai beaucoup sur la partie humaine, parce que les solutions techniques, quand on cherche, on les trouve, et il y a d'assez anciens agriculteurs et agricultrices biologiques qui peuvent le prouver. On connaît les leviers agronomiques et techniques. Par contre, la question de la maturité mentale de chacun et chacune, quand il doit changer ses façons de travailler, de se nourrir, de produire, eh bien, c'est certainement ce qui est le moins bien accompagné. Et justement, que fait par exemple la Confédération paysanne pour aider à l'évolution de ces mentalités pour que chaque agriculteur puisse se diriger vers une agriculture biologique ? Du coup, elle essaye de débattre vis-à-vis de ça, de faire remonter, de faire remonter au niveau soit ministériel, soit au niveau national. Même au sein de ces départements, elle organise soit des rencontres, soit des réunions pour informer des différentes pratiques qui peuvent être faites. Elle soutient aussi les agriculteurs dans ce qui peut être des abattages à la ferme, dans des choix de modifications, dans des filières. Vous vous inspirez d'autres régions ? Par exemple, parce que je sais que la Confédération paysanne, c'est un réseau national. Est-ce que vous échangez avec d'autres régions, d'autres confédérations pour vous inspirer de ces modes de transition ? Oui, en effet, il y a des échanges, par exemple sur l'abattage à la ferme, où c'est en travail au niveau du département de la Vienne. En effet, il y a eu des inspirations sur d'autres régions où c'est déjà en train d'être mis en place. Voilà, sur différentes filières, il y a les mêmes choses qui sont en réflexion. Pour une agriculture biologique, donc c'est aussi consommer, acheter bio. C'est souvent plus cher ou en tout cas peut-être moins accessible. Est-ce que les consommateurs ont conscience de tout ce travail, de ces difficultés qui amènent donc à produire bio ? Oui, alors évidemment chacun a son rythme, mais cette conscience effectivement ça se travaille. On a besoin de se déshabituer à certaines pratiques et de réapprendre une forme de qualité de vie ou du moins de consommation plus donc dite locale, de qualité, de bio, etc. Et ça se travaille. En termes d'accompagnement, parmi nos actions, il y a les visites actives qui sont des rencontres chez des professionnels qui sont donc, Madame Cros, vous participez à ces visites actives, hein ? Tout à fait. Oui, qui sont dits donc éco-responsables, avec donc des pratiques au quotidien qui respectent en partie, notamment l'environnement, mais pas que. Et ces rencontres sont plus que des visites puisqu'elles permettent une vraie immersion dans l'univers d'un travail d'un professionnel, permettent de pouvoir aussi expérimenter un savoir-faire, comme par exemple traire une vache, donner le biberon à un agneau, confectionner des falafels, voire même des crêpes à la farine de pois chiches, donc transformer ces aliments. Hein, on est vraiment sur le principe du champ à l'assiette. Et après avoir expérimenté ce savoir-faire, les participants repartent avec le fruit de leur production, de leur création. Donc, il y a vente directe avec un souvenir de leur producteur. Et une prise de conscience aussi du travail accompli pour avoir ces produits, c'est bien ça ? Et c'est là où effectivement, dans cette immersion, au cœur des réalités d'un professionnel, on se rend compte de la valeur de la terre, des ressources qui ont permis à confectionner ces produits, de la valeur du temps de travail, des difficultés, des enjeux auxquels il fait face au quotidien. Aux pressions parfois, il met un visage derrière un emballage ou derrière un produit. Le fait que ce lien
se fasse avec les coulisses de fabrication de ce produit, lui donne vraiment des billes pour ensuite avoir envie davantage d'aller comprendre ce qu'il y a derrière. Et vous, Madame Cros, justement, acheté. par rapport à ces visites à la ferme, quelle est votre expérience, votre ressenti? Est-ce que vous en tirez une satisfaction particulière? C'est un axe pédagogique qui est très, très enrichissant. Et nous, producteurs, on ne peut plus se contenter de produire. On s'est mis à transformer, à vendre. Et maintenant, la question, c'est de transmettre. Et les visites actives, grâce à Terre Dev, sont une occasion exceptionnelle d'accueillir. C'est une des formes d'accueil pour nous sur la ferme. Ça n'est pas la seule. Mais par contre, c'est grâce aux visites actives que nous avons pu mettre en place ce qui me tenait à cœur depuis des années, c'est de faire des ateliers de cuisine. Parce que quand on produit des légumes secs, en particulier comme nous, des huiles vierges... Il faut savoir les cuisiner. Les nouveaux légumes, voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et ça met la cuisine au cœur, enfin les repas au cœur d'une journée et la cuisine au cœur du repas. Et justement, dans le documentaire, le père de famille, il me semble, dit qu'il faudrait qu'il y ait des cours de cuisine dans les écoles. Monsieur Trifiletti, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous en pensez quoi justement pour en fait éduquer les futurs consommateurs? Mais je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est non seulement dans les lycées agricoles qu'on devrait faire ça, mais dans l'ensemble des cursus, jusqu'au cursus universitaire. C'est indispensable parce qu'à travers ça et à travers l'alimentation, on se reconnecte on se reconnecte à la réalité tout simplement. Et je vais même plus loin, on se réconcilie avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on apprend la saisonnalité et on apprend qu'à un moment donné, on n'a pas la toute-puissance par rapport à ce qui nous entoure et qu'effectivement, nous faisons partie du vivant et qu'à un moment donné, il faut, c'est une nécessité, on le sait, pour résilier, se réconcilier avec le vivant. Moi, je préfère franchement avoir un frigo qui soit bien rempli avec des produits de qualité plutôt qu'un frigo connecté avec la 5G et qui soit rempli avec des aliments de mauvaise qualité. Et justement, on va revenir sur la question du prix. Est-ce que ça peut pas être un frein justement pour ces consommateurs? Parce que ça coûte peut-être plus cher, non? Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que finalement c'est aussi accessible que d'aller faire ses courses dans un supermarché que d'aller se tourner chez Madame Cros ou Monsieur Pontoni pour acheter ses fruits et légumes. Si vous le permettez, juste un chiffre à vous donner par rapport à ça, parce que souvent, et c'est vrai que pour le consommateur, il a l'impression que lorsqu'il passe en caisse, le produit, notamment bio, est légèrement plus cher. C'est pas forcément vrai, d'ailleurs, hein, on l'avait étudié, d'ailleurs, nous, avec une classe de terminale, c'est pas forcément vrai, par exemple, sur les blés durs, notamment, c'est pas forcément vrai, mais ça peut l'être. Mais n'oublions pas qu'il y a toutes les externalités négatives, à un moment donné, qui sont payées par la société. Juste un exemple. En 2015, le Conseil économique, social et environnemental, donc au niveau national, a chiffré le coût de la dépollution de l'eau. C'est une année de PIB de la France à l'heure actuelle. Oui, mais ça pour le consommateur, c'est compliqué à comprendre. Ça veut dire que si on calculait la dépollution des eaux de surface, c'est le PIB de la France pendant un an qu'il faudrait consacrer pour arriver à dépolluer l'ensemble de l'eau. Donc effectivement, et vous avez raison, il y a un travail énorme de pédagogie à faire et surtout une réflexion à mener, y compris par rapport à ce qu'on paye. C'est-à-dire que dans le prix que le consommateur, à un moment donné, paye in fine, quand vous achetez une salade qui arrive du fin fond de l'Espagne, est-ce qu'on a pris en compte les externalités liées à la pollution, liées au fait qu'elle est venue en camion? Vous êtes d'accord, Madame Cros, avec ça ou Monsieur Pontoni par rapport à ce que dit Monsieur Trifiletti, justement? Mais moi, ce que je pense, c'est que les gens commencent à considérer, au-delà de la question des pollutions qui peuvent être un peu abstraites pour certains d'entre eux, que se nourrir sainement, c'est d'abord un acte de santé. Et que du coup, l'externalité positive de l'alimentation, elle a un impact direct sur leur santé. Et j'oserais dire, il y a aussi une dimension de comparaison. Est-il normal qu'à l'heure qu'il est, la part de budget consacrée à l'alimentation soit aussi faible? On sait pertinemment qu'elle a beaucoup baissé, cette part, depuis une cinquantaine d'années. Et là, les consommateurs que moi je peux rencontrer, personnellement ou collectivement, ils sont dans une maturité qui commence vraiment à prendre forme et à se dire que ce n'est pas le prix au kilo du fruit, du légume ou de la lentille locale qui est important. C'est le contact humain, je connais le producteur. J'y rencontre d'autres consommateurs et on échange des recettes de cuisine. Et ensuite, je mange plus sainement,
je cuisine, je sais exactement ce qu'il y a dans mon assiette et je sais que c'est un impact positif sur ma C'est la santé, valeur je le ajoutée sens. du produit, en fait, finalement, qui va primer Voilà, c'est pas sur juste, peut-être le prix. Mais quel est le profil, en fait, de ces consommateurs, que ce soit des nouveaux consommateurs qui, suite à la crise sanitaire, ont de nouvelles ambitions de consommation ou des personnes qui sont beaucoup plus, des consommateurs plus raisonnés depuis quelques années. Quel est leur profil ? Alors dans les profils, je pense qu'on a un peu de tout. On a des gens qui ont envie de faire vivre leur économie en fait locale, leurs voisins, les gens qui les entourent. Il y a aussi une partie où pour leur santé c'est important. Et il y a aussi pour des gens qui s'inquiètent de des générations futures et de se dire que on parle de la dépollution de l'eau, mais peut-être si aujourd'hui dans le budget ça se voit pas, ça se verra peut-être dans le budget des générations futures. Donc il faut aussi y penser. Il ne faut pas être non plus toujours égoïste et se dire qu'il y a d'autres personnes qui arriveront après sur Terre. Au niveau également en fait de cette relation entre producteurs, agriculteurs et consommateurs, donc avec votre association vous mettez en relation ces deux personnes, mais est-ce qu'il y a une forme aussi de solidarité, de soutien? Il y a quelque chose en plus qui vient, ne serait-ce que, enfin, au-delà de cette relation d'achat et de vente peut-être, Madame Dautry? De solidarité entre les agriculteurs et les consommateurs. J'ai peut-être envie de me tourner vers l'agriculteur pour aussi lui montrer que je suis là, que je le soutiens, que j'ai envie de le faire travailler directement. Donc la connaissance évolue et encore plus dernièrement. Et c'est cette recherche d'intérêt de revenir à son terroir, de reprendre contact avec son terroir. Plus de proximité, plus de proximité. Et quelque part, maintenant que le consommateur aujourd'hui a peut-être un peu plus de budget, vu qu'il en a moins sur les sorties, sur les activités, il en a plus normalement sur l'alimentation. Et ce qui fait qu'il peut justement plus avoir le choix, et le choix de cette solidarité envers les marchés paysans plutôt qu'envers les marchés financiers, et d'avoir vraiment ce choix-là de consommation vers des acteurs qui font vivre son territoire, qui contribuent à la vitalité économique locale, à la vie sociale, donc, le à circuit la vie court, culturelle. finalement, c'est l'avenir de l'agriculture, de la filière agricole, de l'approvisionnement alimentaire. Monsieur Trifiletti, allez-y. Alors, moi, je crois qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, les circuits courts, ça représente à peu près 10% du total. Alors, évidemment, c'est un chiffre, finalement, c'est peu, c'est beaucoup, c'est peu. Et je crois que ce chiffre-là, il faut augmenter. Par contre, il faut se poser la question de l'augmenter jusqu'où. Moi, je pense que le chiffre de 30, voire de 50% est le bon chiffre, et pourrait être un objectif sur lequel nous pourrions effectivement aller. Maintenant, il ne faut pas confondre autonomie et autarcie. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que si on regarde notre petit déjeuner le matin, eh ben on voit qu'on prend du thé, du café, du cacao. Après, il faut se poser les bonnes questions. Je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, oui, il faut aller vers des circuits courts, il faut organiser les filières, il faut favoriser le développement des filières courtes, mais on sait pertinemment que nous vivons quand même dans un monde qui est globalisé. Ça veut dire qu'il faut que le consommateur soit lui-même formé pour pouvoir être acteur finalement et puisse prendre ses responsabilités par rapport à son acte de consommation. Et c'est ça le plus important. Je vous parlais de la 5G, de son frigo, mais il y a de ça derrière aussi. Et c'est pas tout. Au moment où vous avez à peu près en Nouvelle-Aquitaine un adolescent, puisque je les vois de près, un adolescent sur 5 qui est en situation d'obésité, c'est effectivement à un moment donné que le consommateur reprenne finalement une forme de démocratie alimentaire qui lui permette de faire des choix raisonnés, qui lui permettent aussi de répondre à tous les enjeux dont on avait parlé. Mais qui doit mettre toutes ces choses en place justement pour consommer autrement, pour éduquer? Il y a le versant pédagogique, il y a le versant financier, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Qui doit impulser tout cela? Moi, je crois que toutes les échelles du politique ont à un moment donné un rôle à jouer. Je vous en cite qu'une, y compris l'échelle européenne. Au moment où chacune et chacun d'entre nous, nous dépensons 114 € par an et par habitant, au niveau de la politique agricole commune, c'est ce qu'on met. Justement, je voulais en venir de la PAC. Il s'agit, par exemple, au niveau de la PAC, de se poser la question, où est-ce qu'on met effectivement ces 114
euros. Et est-ce qu'on les met, par exemple, sur des piliers, notamment sur le pilier 2 de la PAC, c'est-à-dire un pilier qui est fondamental? Vous pouvez nous redire les critères d'obtention de la PAC, parce qu'il y a un critère lié à la superficie, il me semble, c'est bien ça? Donc, si on le dit simplement, oui, il y a un critère qui est lié à la superficie et finalement à l'hectare. Et quelque part, réinterroger au niveau environnemental toutes les plus-values environnementales, ça veut dire effectivement prendre une partie de ces sommes-là et de les remettre sur des critères environnementaux. Il faudrait refonder la PAC, vous en pensez quoi, par exemple, monsieur Pontonnier? Oui, je pense qu'il y a une refonte à faire peut-être au niveau de la PAC. En effet, peut-être des subventions qui sont sur le premier pilier, peut-être les orienter sur le deuxième pilier pour que les agriculteurs soient amenés à changer leurs pratiques agricoles. Après, c'est aussi toute la difficulté pour changer ces pratiques agricoles, c'est quand on est dans un système tel qu'il est, on ne change pas du jour au lendemain, donc il faut aussi être accompagné. Donc la PAC est peut-être aussi un moyen d'accompagner les agriculteurs à changer leurs pratiques. Donc finalement, la première chose à faire, peut-être, ce serait déjà de repenser la PAC. Madame Cros, vous en pensez quoi? Je pense qu'il faut continuer à valoriser les pratiques qui sont plus vertueuses, on va dire, et sachant qu'il n'y a pas de fin en soi, hein, c'est pas parce que je suis en bio que c'est la solution et l'unique. La question, c'est d'être en recherche permanente et de considérer que sur les fermes, on fait de la recherche appliquée quand d'autres font de la recherche fondamentale. Et cet accompagnement financier, il doit pas simplement servir à des aides directes, mais aussi à des aides d'accompagnement dont on... Vous avez l'impression, vous, d'être accompagné, que votre travail, il est valorisé, soutenu? Moi, j'ai cherché à être accompagnée. Donc, j'ai pu trouver les collectifs, les techniciens pour être accompagnée. La question, c'est d'emmener tout le monde agricole à chercher cet accompagnement et à le chercher le moins possible, entre guillemets, mais qu'il soit beaucoup plus accessible. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur la question humaine. On parle de la question humaine des agriculteurs, des agricultrices, mais il faut aussi penser à nos collaborateurs sur les fermes. Nous ne travaillons pas seuls. Sur notre ferme, nous sommes 2 associés, mais nous sommes 8 personnes au total qui vivent et qui doivent être elles aussi convaincues de notre projet et qu'elles puissent y trouver un sens. Et ça, c'est une dimension emploi et donc humaine qui est considérable. Et en agriculture biologique, il y a besoin de plus de personnes pour faire le même travail. Et alors justement, comment faire pour trouver cette main-d'œuvre supplémentaire, Monsieur Trifiletti? Alors moi je crois que le levier là aussi, il faut non seulement aider les agriculteurs, donc c'est la conversion à l'agriculture biologique, mais il faut qu'il y ait aussi l'aide au maintien. Et c'est en ça, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, justement, à travers le pacte Ambition Bio, eh bien, on espère aussi installer des agriculteurs. Il y a ce premier volet-là, et puis il y a un deuxième volet qui est fondamental, donc c'est celui de la pédagogie, et à un moment donné, de montrer ce qui se fait. C'est-à-dire qu'effectivement, montrer ce qui se fait, c'est par l'exemplarité. On a plusieurs exemples ici autour de la table. Et puis enfin, in fine, non seulement l'exemplarité, le montrer, c'est-à-dire les faire expliquer aux jeunes que l'agriculture est un métier d'avenir, réellement, mais quand je parlais tout à l'heure de la PAC, ça veut dire que non seulement ne pas aider finalement à l'hectare, mais aider à l'emploi. Ça veut dire que on a vécu un plan social massif dans les campagnes, avec à peu près 50% des agriculteurs qui sont partis dans les 20 dernières années. On va vivre, quand on regarde les chiffres, exactement la même chose quand on regarde devant nous. À un moment donné, il faut que l'ensemble des sphères, la sphère politique en fait partie, mais l'ensemble des sphères, et y compris la sphère économique, prennent tout ça en compte et effectivement qu'on mette le paquet en termes d'aide, en termes d'accompagnement, et montrer que justement, nourrir les gens, c'est un métier qui est noble. Et justement, comment faire pour redorer un petit peu l'image de l'agriculture? On parle souvent, malheureusement, d'agribashing. Comment faire pour attirer de nouveaux jeunes ou des personnes comme vous, Monsieur Pontonnier, en reconversion et qui ont envie de se tourner vers l'agriculture? Si vous avez un mot à leur dire. Déjà qu'on les guide, qu'on les aide dans leurs projets, qu'on les soutienne. Vous, Madame Dautry, vous êtes à la rencontre de ces consommateurs. Il y a des personnes qui se découvrent de nouvelles passions et qui ont envie peut-être d'aller plus loin dans l'agriculture. Dans les participants, on a beaucoup de personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle et qui, à leur manière, se forment avec les moyens qu'on leur propose pour pouvoir tenter leur chance également et en rencontrant un large panel de professionnels
sur des formats assez pratiques, eh bien, c'est possible de tenter sa chance à ces occasions-là. Et ces vocations, elles sont impulsées peut-être par la crise sanitaire ou pas forcément Comme disait M. Trifiletti, c'est une opportunité qui accélère les choses, qui vraiment donne du sens aussi à cette transition écologique et solidaire. Maintenant, voilà, c'était déjà amorcé depuis maintenant quelques années. Il y a aussi, en termes d'accompagnement, au-delà des associations comme les nôtres, les collectivités territoriales qui sont vraiment en plein essor en matière d'amélioration de la gouvernance, de développement durable. Oui, d'amélioration de la gouvernance alimentaire, notamment à travers les programmes alimentaires territoriaux. J'encourage toutes les familles à participer d'une manière ou d'une autre aux démarches que met en place la collectivité, à remplir des diagnostics pour connaître leurs pratiques et leurs envies d'amélioration. Et parce que la collectivité joue vraiment un rôle important aussi en matière d'accompagnement et de ce lien qui peut être fait entre le consommateur et le producteur. J'ai une dernière question. Dans le documentaire, le père de famille évoque l'association imaginaire entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'écologie. Vous en pensez quoi, Madame Cros, par exemple ? Je pense que c'est tout à fait logique, mais on pourrait y ajouter le ministère de la Santé, pour le coup. Si on et même peut-être de l'Éducation nationale aussi. Il y aurait beaucoup de choses à faire, un énorme ministère, finalement. Au-delà de fusionner les ministères, je me dis qu'il pourrait y avoir plus de transversalité et faire que les projets, mais c'est valable à l'échelle de l'État, mais c'est aussi valable à l'échelle des territoires, qu'on fonctionne beaucoup plus à l'horizontale qu'à la verticale et que l'on soit moins dans la valorisation de démarches individuelles, mais plus dans la valorisation de démarches collectives et dans lesquelles chacun peut se retrouver sans que les égos dominent, on va dire. Et vous pensez que ça peut être réalisable ? Je pense que c'est ce que nous sommes tous à notre échelle en train de mettre en place. Et ça pose la question de la responsabilisation de chacun. Ça a beaucoup été abordé depuis tout à l'heure. Le citoyen a une responsabilité dans sa façon de consommer, dans ses choix financiers. Les élus ont leur responsabilité, mais ils sont élus pour ça aussi. Hein. C'est nous qui les choisissons. Et nous, producteurs, nous avons la responsabilité de voir tous les possibles. Et quand on ne les voit pas, de les chercher et d'être en connexion permanente avec ceux qui nous entourent et ceux, CEUX, c'est celles qui nous entourent. Parce que nous ne sommes pas une profession à part. Nous avons un métier particulier. Ce sont des entreprises qui sont à vocation alimentaire pour la plupart, qui sont dominées par une nature que nous ne maîtrisons pas, quoi qu'on veuille en dire. Et pour autant, eh bien, voilà, nous devons gérer avec des paramètres qui sont un peu galvaudés maintenant, mais enfin, les piliers humains, économiques, environnementaux sont toujours aussi fondamentaux. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Débat Doc.